Voilà. Bonjour à tous. Merci pour votre patience. On a évidemment eu encore quelques petits soucis techniques, mais le séminaire n'en sera que meilleur puisque nous avons la chance aujourd'hui d'écouter le docteur Simone et Martini, que vous connaissez tous pour sa bonne humeur permanente, son investissement, sa curiosité. Et donc, comme vous le savez, le docteur Martini est en formation en pédopsychiatrie et il est pour le moment en recherche sur la transition. Et du coup, il va vous présenter le fruit des résultats d'une de ses premières recherches qui ont trait aux effets finalement psychologiques du confinement pendant la période Covid. Alors, sans plus attendre, je cède la parole à Simone. On t'écoute. Merci beaucoup, professeur Delay, pour la présentation et d'ailleurs pour m'avoir invité à présenter à ce séminaire. Je vais sans tarder vous partager mon écran. Voilà, vous me dites si vous voyez pas. Donc, a priori, c'est bon. Je vais vous présenter du coup aujourd'hui notre étude de notre équipe de recherche que nous avons menée pendant cette période de pandémie Covid-19 sur les implications psychologiques du coup de cette pandémie sur les jeunes entre 18 et 25 ans. Euh, je vous fais un petit voilà constat et mise en situation de pourquoi s'intéresser aux jeunes, parce qu'en fait, les jeunes adultes dans notre société vivent une période de vie assez particulière. Ils sont théoriquement à la fin déjà de leur adolescence et rentrent par leur âge parmi les adultes, mais ne sont pas encore considérés tout à fait comme des adultes, donc s'ils se trouvent dans une position comme ça de transition. Normalement, comme période de vie, à nouveau, ils vont commencer des études supérieures ou bien se lancer dans le monde du travail, et c'est le début de l'affirmation dans notre société, mais aussi dans leur propre vie. Donc, il y a beaucoup d'enjeux à ce sujet-là. Même au niveau de logement, ils doivent se trouver à prendre des choix. Est-ce qu'ils vont habiter seuls? Est-ce qu'ils vont habiter en location ou bien en couple? Est-ce qu'ils vont rester chez les parents à cause des dépendances financières ou bien parce qu'ils sont pas encore tout à fait en condition de bouger? Et du coup, cette oscillation avec la famille d'origine ou bien vers la création d'un nouveau noyau familial avec des nouvelles relations et une nouvelle famille créée. Tous ces mouvements que je vous ai décrits si brièvement nous ont amené un peu à se questionner qu'est-ce que c'était la place des jeunes pendant le confinement. Et nous avons assisté à une certaine dynamique de migration pendant le début du confinement en Italie, qui, je vous rappelle, était un peu plus tôt qu'en Belgique et dans le reste de l'Europe. Du fait de mes origines, je me suis quand même pas mal intéressé à cette dynamique. Je me suis questionné notamment avec professeur Delay. Je me suis dit, voilà, quel est le mouvement, comment on pourrait l'expliquer, pourquoi ces jeunes étudiants ou jeunes travailleurs dès qu'ils ont entendu le prononcement des mesures d'isolement social, se sont précipités à retourner dans leur ville d'origine au sud d'Italie. Et on s'est posé un peu la question de qu'est-ce qui aurait été les dynamiques aussi en Belgique, parce que en étant un tout petit pays par rapport à l'Italie, il y aurait pu avoir ce genre de mouvement des jeunes de soit retourner chez les parents, ou bien de décider de rester seuls dans leur côte, dans leur colocation, mais alors à quel prix de l'isolement social à vivre seul. Donc voilà, ce dilemme nous a un peu interpellés et on s'est vite rendu compte que même au niveau de la littérature scientifique, il y avait pas mal d'études qui commençaient en Chine ou même en Europe au sujet des enfants et des adolescents et quelques enquêtes aussi par rapport aux adultes, mais il y avait peu de données par rapport à cette tranche d'âge spécifique. Et c'est comme ça que je les ai appelés un peu les oubliés. Et aussi, au sujet des mesures ciblées lors du confinement, il y avait vraiment pas des mesures spécifiques par rapport à ces jeunes et à leurs conditions de vie.
Et du coup, c'est comme ça qu'on s'est lancé dans un protocole de recherche parce qu'on avait pas mal de questionnements et donc les chercheurs, quand ils se questionnent, ils essayent de chercher. Et du coup, je vous mets ici quelles étaient nos questions et qu'est-ce on voulait un peu creuser dans cette population. Quels étaient les effets du confinement sur la santé mentale des jeunes adultes? Et on s'est posé la question, voilà, si la résilience, la capacité de apprivoiser les difficultés avait un rôle spécifique dans l'émergence des besoins en santé mentale en cette période tant particulière, des mesures de confinement, isolement social, distanciation. Et après, comme vous le savez très bien, l'isolement social n'entraîne pas forcément un sentiment de solitude, mais nous, on s'est posé la question si chez des jeunes fragilisés et vulnérables, il n'y avait pas un lien étroit entre les mesures d'isolement social et un éventuel sentiment de solitude. Et aussi, comme je vous expliquais, le départ de notre questionnement, c'était quelle est la place dans la santé mentale de cette période, du contexte de vie, donc du logement, du statut civil, des relations avec les pairs et avec la famille. Et c'est comme ça qu'on s'est trouvé à lancer une enquête en ligne divisée en deux phases. Je vais vous présenter tout d'abord la première phase qui a eu lieu du coup euh, pendant la période de confinement et en Belgique et en Italie. C'était entre avril et mai 2020, la récolte des données. Je vous expliquerai par la suite la deuxième phase qui est toute fraîche pendant l'été et qu'on est encore en train de élaborer et envoyer en soumission comme article. Alors que cette phase-là, on l'a vraiment déjà clôturée et je vous mettrai par après si vous voulez consulter l'article que nous avons publié aussi. Donc, qu'est-ce qu'on a demandé pendant cette période de printemps et de confinement? On a essayé de décrire le contexte de vie de ces jeunes, puis on s'est voilà questionné, on a questionné les participants quant à l'état de santé mentale avant le confinement, mais aussi pendant le confinement. Donc, on a essayé de visualiser des trajectoires de changement entre le avant et pendant le confinement. Et puis du coup, on a utilisé un outil de résilience qui a été largement validé chez cette population. C'est l'échelle de résilience pour adultes et aussi une échelle validée, un outil mesurant le sentiment de solitude. Donc c'est comme ça qu'on a eu quand même un bon nombre de participants. On a atteint 825 participants au total. Également répartis dans les deux pays et nous les avons divisés en trois groupes en fonction des besoins en santé mentale. Et je passe là à vous décrire. Du coup, le groupe qu'on a nommé 0, c'est un groupe qui n'a jamais eu de besoins en santé mentale, ni avant le confinement, ni pendant le confinement. Je vous décris juste brièvement les besoins en santé mentale. Nous avons fait voilà, nous avons inclus toute consultation, hospitalisation, plainte chez des psychologues, des psychiatres, des conseillers plus PMS scolaires, donc tout ce qui était porter une demande en santé mentale au sein d'un professionnel ou bien aussi une plainte, un besoin en santé mentale ressenti par les participants. Donc je reviens, le groupe 0, c'était des jeunes, 425 jeunes, donc la moitié de notre population, qui n'a jamais eu, ni avant ni pendant le confinement, ces besoins en santé mentale. L'autre groupe, c'est le groupe que nous avons nommé 1, et c'est le groupe qui a des besoins en santé mentale qui sont restés constants. C'est-à-dire que avant le confinement, il y avait eu des besoins en santé mentale et qui n'ont ni augmenté ni diminué pendant le confinement. Et ça, à nouveau, on a fait confiance, on a laissé la parole aux jeunes. C'est les jeunes qui nous ont rapporté ça. Donc, on arrive au dernier groupe, c'est le groupe 2. C'est un peu le groupe qui est notre groupe le plus étudié parce que c'est le groupe qui a eu une augmentation, une émergence des besoins en santé mentale
au niveau chronologique à partir de la période de confinement. Comment nous l'avons déterminé? Nous l'avons déterminé avec une prise de contact pour la première fois avec des professionnels en santé mentale, psychologues, psychiatres ou autres, ou bien une hospitalisation en psychiatrie, ou bien l'augmentation ou le début d'un traitement psychotrope. Donc ces trois axes, la première consultation ou l'hospitalisation ou l'augmentation au niveau de la médication psychotrope, nous ont fait déterminer ce groupe 2 qui est quand même assez élevé parce que ça représente presque le 5% de notre population. Et je vais vous expliquer par après l'importance de cette donnée. Donc, je vais vous présenter un peu les résultats de cette première phase. Je vous ai mis, pour éviter que ça soit ennuyant et que vous vous perdiez dans tous les chiffres, je vous ai mis juste les items des questionnaires qui ont vraiment sorti et donné quelque chose. Si vous êtes curieux de tout explorer, je vous réfère plutôt à notre article. Donc ici, je vous ai mis au niveau des outils standardisé que nous avons utilisé, le questionnaire de solitude comme score total a effectivement eu, voilà, a été retrouvé une valeur statistiquement significative euh, entre le groupe qui était le groupe 0 et le groupe 1. Donc le groupe qui n'a eu aucun besoin de santé mentale dans leur vie et le groupe qui a maintenu un état de santé mentale constant. Alors que ce qui est très intéressant, ce sont les deux scores de résilience, la résilience totale et le facteur 1, c'est la perception de soi. Je vous détaillerai un peu plus loin ces deux choses, mais en gros, le groupe 0 avait clairement des résultats beaucoup plus élevés que les deux autres groupes. Et du coup, là, on commence à se questionner à quel est le rôle effectivement dans l'émergence de besoins en santé mentale. Je vais y revenir par après. Donc, concernant par contre les contacts sociaux, nous avons utilisé un modèle d'une étude qui avait déjà été publiée en première phase de confinement en Italie. C'est une étude de Pancani. Il faisait la différence du coup entre les contacts online et offline. Donc pour contact online, nous avons examiné tout ce qui sont échanges de messages, d'appels ou des voilà vidéoconférences, appels vidéo. Et offline, c'est tout ce qui est contact interpersonnel. Donc, probablement les personnes que soit habitaient ensemble ou bien qui s'est retrouvé, voilà, à faire des promenades, des balades pour échanger vraiment d'une façon en personne, en vrai. Et nous avons décidé aussi de faire cette distinction entre les pairs et la famille. Et c'est comme ça qu'on arrive à retrouver des données assez intéressantes parce que nous voyons une augmentation ou des contacts constants entre la famille des groupes 2. Donc notre groupe intéressant qui a eu une émergence de besoins en santé mentale à cause du confinement a augmenté les contacts online, donc messages, appels et vidéo-appels avec leur propre famille. Donc c'est comme s'il y avait une émergence aussi des besoins de rester en contact avec leur propre famille et en respectant les mesures d'isolement social. Par contre, un autre élément très intéressant, toujours au sujet du groupe 2 et le groupe 1 également, c'est que il y a eu une augmentation des contacts offline avec les amis. C'est-à-dire que ou bien les personnes, les jeunes habitaient ensemble à d'autres jeunes et en tiraient énormément de bénéfices, ou bien ils s'est retrouvé à un peu aller à voilà moyenner les règles de l'isolement social afin de pouvoir rencontrer leurs amis, leurs pairs, parce que probablement se rendaient compte que ça c'était un élément clé de leur bien-être psychologique, que c'était quelque chose qui était important d'aller à chercher leurs amis, leurs pairs
et vivre des moments ensemble parce que c'était pas possible de rester séparés de leurs amis lors des mesures d'isolement social. Donc, nous avons par contre pas retrouvé d'effets statistiquement significatifs des activités en journée, s'il y en avait ou pas et de quel type, ni le statut social, s'ils étaient célibataires ou bien en couple, au niveau du changement de logement non plus, et de la durée en jour de confinement. Et donc, quant à la discussion de cette première phase, le premier élément qui est très important à mettre en lumière, c'est la forte augmentation des besoins en santé mentale chez les jeunes adultes pendant cette période. Comme je vous ai dit, le 5% appartenant au groupe 2. Nous avons utilisé une large enquête de l'année 2019 via des sources, voilà, des agences internationales. Et en fait, pendant toute l'année 2019, on n'arrivait pas à ce taux. Donc, les demandes portées lors d'un trimestre 2019 n'avaient pas du tout la même puissance que ce 5%. Donc, c'est-à-dire que par rapport à l'année 2019, pendant le trimestre du confinement, il y a eu une émergence beaucoup plus grande que l'année d'avant des besoins en santé mentale chez les jeunes adultes. Ça, on peut se dire que c'était prévisible, qu'on aurait pu l'imaginer, mais c'est vrai que le mettre voilà, sur papier et pouvoir le prouver a amené peut-être à prendre en compte aussi beaucoup plus la santé mentale chez les jeunes adultes aussi dans cette nouvelle vague. Donc nous sommes très fiers d'avoir pu l'objectiver et le démontrer scientifiquement. D'autre part, au niveau de la solitude, nous avons trouvé qu'effectivement, c'était principalement dans le groupe 1 les sentiments les plus élevés par rapport aux autres groupes. Mais ça, voilà, comme l'association entre la solitude et les troubles psychiatriques avait déjà été démontrée en littérature, donc le groupe 1, pour rappel, c'est le groupe qui avait déjà auparavant des besoins en santé mentale. Nous pensons que cette différence des sentiments de solitude, c'est plutôt lié à la présence d'éventuels troubles psychiques chez ce groupe et que du coup, c'est une différence préexistante probable et que du coup, il n'y a pas un rôle déterminant du confinement. Par contre, au niveau de la résilience, donc le score total de résilience et la confiance en ses propres compétences de résilience, donc le facteur 1 que je vous avais dit, nous suggérons que comme dans le groupe 1 et le groupe 2, ils sont vraiment différents, c'est ça la clé qui permet de faire face à l'adversité, isolement social, confinement et événements stressants d'une pandémie globale. Donc, nous pouvons nous dire, comme explication, qu'en fait, il y a eu une émergence de la détresse psychologique, surtout chez le groupe 2, qui était vraiment liée au confinement, liée à toutes ces mesures d'isolement social et même aux craintes d'attraper le virus, aux craintes que la famille tombe malade. Et que du coup, c'est cette détresse psychologique qui a entraîné une demande d'aide plus intense. Donc c'est pour ça qu'il retombe dans le groupe 2. Et peut-être la raison, c'est qu'ils avaient beaucoup moins de confiance dans ses propres compétences à assumer, à apprivoiser tout seul face à ces difficultés et qu'ils se sont adressés à des professionnels parce qu'ils ressentaient que cette détresse psychologique n'était pas en phase avec leurs compétences de résilience. Et ça, c'est à nouveau très important parce que il y a une association directe qui a déjà été démontrée entre la résilience et le fait de porter une demande d'aide. Et le fait que nous, on puisse pointer qu'il y avait un lien chronologique, mais aussi de cause entre ces deux éléments et le confinement a été très important pour souligner l'importance de la santé mentale de ces jeunes adultes pendant le confinement. À nouveau, quant aux contacts sociaux, nous avons surtout, d'une façon générale, mis de la cohérence avec tout le reste des études du fait que les contacts sociaux restent de grande importance en cas d'isolement social forcé et les contacts offline et les contacts online
Donc, l'isolement social forcé reste quand même une contrainte vraiment énorme en termes de bien-être psychique. Et du coup, les jeunes, d'une façon générale, cherchaient beaucoup plus les contacts sociaux possibles, autorisés, qu'en temps normal. Plus précisément, ce qu'on a retrouvé et qui nous a interpellés, c'est le contact offline avec les pairs. Donc, cet soutien entre pairs qui revient à nouveau et qui nous questionne, voilà, quant à l'importance du groupe, l'importance de la dynamique groupale chez ces jeunes qui ont essayé, voilà, en respectant les mesures ou peut-être pas, ça c'était pas le contexte de notre étude de aller vérifier si les jeunes respectaient ou pas les mesures, mais certes, ils se sont retrouvés à avoir besoin, à ressentir la nécessité de se rapprocher des pairs pour apaiser leur détresse psychologique. Et du coup, c'est comme ça que nous arrivons à décrire le soutien entre pairs de cette dynamique de groupe comme un facteur protecteur contre la souffrance psychologique pendant le confinement. Et du coup, nous arrivons aussi à bien pointer la nécessité, comme je vous disais, de tenir compte de la santé mentale des jeunes adultes lors des décisions s'il y a un éventuel isolement forcé. Donc, nous ne pouvons pas imaginer que les jeunes adultes arrivent à résister et à enlever de la souffrance psychologique sans le soutien entre pairs, sans les contacts sociaux avec leur famille, que ce soit online ou offline. C'est comme ça qu'on a lancé du coup à la suite la deuxième phase et nous avons fait un follow-up des participants qui avaient donné leur consentement pour être recontactés pendant l'été. Donc c'était exactement 3 mois après la fin du confinement. Et nous avions une idée de évaluer comment la santé mentale avait changé pendant l'été, ainsi que les éléments de contexte de vie. Et on a utilisé à nouveau l'outil de solitude parce que nous avons pu effectuer un delta, une différence, un changement de sentiment de solitude. Et donc nous avons classé les changements entre voilà les changements de diminution de sentiment de solitude depuis le confinement pendant l'été ou bien une augmentation du sentiment de solitude. Et là, je vais vous présenter du coup les résultats. Nous avons eu bien sûr moins de participants. C'est toujours le cas dès qu'on effectue une étude transversale. On se rend compte que la perte de vue reste assez importante et nous avions de toute façon parmi les participants initiels pas eu le consentement de la part de tout le monde d'être recontactés. Mais nous avons pu repartir dans les mêmes 3 groupes. Donc à nouveau, nous avons reparti en fonction des besoins en santé mentale, des besoins en santé mentale inexistants ni avant, ni après, ni pendant le confinement. Le groupe 1, toujours des besoins en santé mentale constants qui n'ont pas eu une fluctuation connectée au confinement. Et à nouveau, le groupe 2, des jeunes qui ont eu une émergence, une augmentation des besoins en santé mentale. Et c'est comme ça que nous avons analysé le changement de solitude. Ici, je vous mets le T2 et le T1. En fait, le T2, c'est pendant l'été et le T1, c'est pendant la période de confinement. Et c'est comme ça qu'on se rend compte que le groupe 1 et le groupe 0 restent plus ou moins autour du 0. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que la solitude n'a pas vraiment varié plus que ça. Ils ont gardé le même sentiment de solitude, qui était probablement un sentiment de solitude de base, qui est présent avant, pendant et après le confinement, alors que ce qui nous interpelle le plus, c'est cet élément dans le groupe 2. Parce qu'en fait, le groupe 2 a eu une diminution de sentiment de solitude très, très différente des 2 autres groupes. Donc vous voyez, cette barre, ce rectangle se situe en dessous des autres. Et si vous revoyez, le delta solitude, c'est autour de -10. C'est-à-dire que pendant l'été, ils avaient des valeurs de solitude qui étaient mineures plus ou moins d'un ordre de grandeur de 10
par rapport à la période de confinement. Donc je vous répète parce que c'est peut-être un peu tordu. Pendant l'été, le groupe 2 se sentait beaucoup moins seul que les deux autres groupes. Donc, qu'est-ce qui nous fait dire? On essaye alors de creuser un peu plus, de aller voir, mais du coup, est-ce qu'il y a une covariance entre les groupes et la résilience que nous avions mesurée pendant le confinement? Eh ben oui, on retrouve effectivement des p-values significatifs, donc c'est-à-dire qu'il y a une relation de covariance entre le changement de sentiment de solitude et les besoins de santé mentale, qui sont du coup représentés par notre répartition en groupe, et les compétences de résilience que nous avions testées lors du confinement. Donc comme ça, je vous montre un schéma qui est un peu plus voilà imagé. Et vous revoyez, il y a les différentes couleurs en fonction des groupes et on voit tous les participants qui se situent dans ce schéma entre résilience et changement de solitude. Et nous pouvons analyser deux éléments. Le premier élément, c'est que la plupart des sujets se situent quand même dans le versant négatif, c'est-à-dire que la solitude est soit restée constante, soit est diminuée. Donc ça nous fait dire qu'effectivement, la reprise des contacts sociaux qu'il y a eu pendant l'été a eu un effet de base globalement bénéfique pour tous les participants. Mais l'autre élément, c'est qu'on retrouve spécifiquement les petits points bleus. J'espère que vous avez un bon écran et que vous arrivez à les retrouver parmi ces petits. Je vous ai mis un petit rond pour souligner un peu plus. Donc, ils se retrouvent sur une ligne de correspondance directe entre la résilience et les changements de solitude. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'en fait, nous avons vraiment une corrélation entre le changement de solitude et les compétences de résilience. Et alors, si je reformule autrement, j'arrive à dire que si la résilience est diminuée par rapport aux autres participants, si la résilience est moindre par rapport aux autres participants, il y a une diminution beaucoup plus évidente de la solitude dès qu'il y a une réintroduction des contacts sociaux. Donc ça, c'est très important parce que nous pouvons comme ça se dire que le screening, le test de résilience que nous avons fait pendant le confinement nous donne aussi une vue à moyen terme de l'évolution du sentiment de solitude de ces jeunes. Et donc cette covariance, pour nous, c'est très important parce que le sentiment de solitude, c'est le sentiment qui mène aussi à une détresse psychique. Ce n'est pas l'isolement social qui mène à la souffrance psychique, mais c'est plutôt la solitude. Et donc, du moment où on fait une corrélation entre la résilience et les sentiments de solitude qui diminuent pendant l'été, du coup, pendant que les jeunes peuvent se retrouver beaucoup plus facilement chez eux avec leurs amis, ben ça nous donne un bon indicateur de l'évolution à moyen terme. Donc ça c'est très intéressant et je vous résume donc notre conclusion de cette deuxième phase. La diminution du sentiment de solitude est assez globale chez tous les participants. Pendant l'été, la solitude diminue par rapport à la période de confinement de printemps, mais spécialement dans le groupe 2. Nous retrouvons aucun participant appartenant au groupe 2 qui a eu un sentiment qui est resté constant ou augmenté. À nouveau, l'importance des reprises des contacts sociaux pendant l'été est essentielle pour les jeunes adultes et leur état de santé mentale, en particulier les plus vulnérables, donc le groupe 1 et le groupe 2 qui ont déjà des besoins en santé mentale. Et après, nous pouvons nous questionner quant au rôle de la résilience, les compétences de résilience comme facteur de protection pour l'émergence des besoins en santé mentale. Donc, nous avons créé un peu ces modèles qui, du coup, nous met en corrélation l'émergence des besoins en santé mentale pendant le confinement et la diminution du sentiment de solitude, qui est du coup médié par un effet de covariance par les compétences de résilience. C'est ce que je vous ai expliqué via l'image d'il y a 2 slides. Et du coup,
le rôle de la résilience comme facteur de protection, ça nous donne beaucoup d'implications très pratico-pratiques et qui sont très importantes pour les jeunes adultes. De un, cet outil qui évalue la résilience peut être du coup utilisé pour une détection rapide de la possible souffrance psychologique en cas de catastrophe à large échelle. Donc, comme nous nous retrouvons, voilà, dans cette période où possiblement la pandémie va se poursuivre avec des pics et des vagues récurrentes, nous devons pouvoir détecter assez rapidement, en fonction des changements sociétals et d'isolement, l'éventuelle émergence de souffrances psychologiques. Ça pourrait permettre du coup, par conséquence, de faire une stratification des jeunes en fonction des compétences, donc de les, en quelque sorte, classer, de pointer les jeunes adultes qui ont des compétences de résilience moindres et du coup arriver à intervenir d'une façon ciblée. Et ça nous concerne en tant qu'intervenant en santé mentale, parce que du moment où on arrive à intervenir d'une façon ciblée, à interpeller certains jeunes parce qu'ils ont des compétences de résilience moindres, on arrive à faire une intervention de un précise et de deux assez précoce, sans attendre que la détresse se transforme en trouble et que le trouble se transforme en besoin énorme en santé mentale. Et du coup, ça nous permet aussi de faire une prévision de l'évolution à court et moyen terme de l'état de santé mentale de ces jeunes. Comme nous l'avons vu, à court terme, c'est pendant la période de confinement que nous avons tous vécu au printemps, mais moyen terme aussi pendant l'été, parce que ça nous a permis, l'outil de résilience, de faire une corrélation avec une forte diminution du sentiment de solitude pendant pendant l'été, pardon. Donc, pour plus de détails au sujet de notre enquête de première phase, je vous renvoie à notre publication où vous trouvez tous les détails, voilà, d'une façon exhaustive. Ici, moi, j'ai fait quand même un résumé pour que ça soit pas trop ennuyant et un peu intéressant pour vous. Voilà, je suis assez ravi de la réactivité de l'ULB aussi via la section d'actualité recherche Covid. Ils ont mis en valeur aussi notre étude. Je vous invite à aller le voir, cet article, ou bien le diffuser. Et je suis très ravi, surtout parce que comme ça, la santé mentale des jeunes est mise en avant et que on peut comme ça espérer que lors des décisions politiques, cet élément soit pris en compte parmi toutes les décisions et la balance des pour et des contre d'un isolement social ou pas doivent être décidés. Et du coup, voilà, avec quelques questionnements par rapport aux prochaines vagues, est-ce qu'il y en aura, du coup, on est en pleine deuxième, quelqu'un parle d'une troisième, est-ce qu'il y en aura une quatrième, ou est-ce que, voilà, on doit s'inquiéter et faire avec et penser qu'on devra vivre comme ça pendant toute notre vie? Évidemment, je ne l'espère pas, mais voilà, tout ce qui sont nos craintes, nous pouvons s'imaginer que c'est les craintes des ados et des jeunes. Donc, moi, j'ai envie aussi de renvoyer quelques questionnements à nous-mêmes. Je le renvoie à moi en premier, mais à vous en tant qu'équipe qu'on travaille sur la santé mentale, avec la santé mentale des jeunes ensemble. Ben, du coup, on peut se dire que le soutien que nous devons adresser à ces jeunes doit être assuré. Et à la limite, j'ai envie de dire, grâce à ce 5% d'émergence, il faut plus de soutien, c'est-à-dire d'une façon plus intensive chez des jeunes qui sont déjà suivis, mais plus en termes aussi de quantité. Peut-être il y a plus de jeunes qui sont en train de venir toquer nos portes. C'est vrai qu'on est toujours débordé, c'est vrai qu'on est toujours rempli en consultation, en salle, en avis au téléphone, aux urgences, mais c'est une véritable vérité. Ces jeunes sont en train de nous pointer qu'ils ont une émergence, une augmentation des besoins en santé mentale
plus élevé que les années d'auparavant. Donc le confinement, la pandémie Covid a un véritable rôle sur la santé mentale de ces jeunes. Je vous renvoie aussi une question que moi je me pose tout le temps quant à la détection précoce de la souffrance psychologique dans le contexte sanitaire actuel et en autres. Donc, comment est-ce que on arrive avec des enquêtes en ligne, des dépistages, des screenings, des questionnaires à remplir? C'est assez simple. Donc, comment est-ce qu'on peut implémenter ça dans notre pratique quotidienne? Et après, du coup, comment permettre que le support entre groupes de pairs soit possible pendant une période d'isolement social? Donc voilà, avec ces questions, ces suggestions, cette réflexion, je vous remercie énormément pour votre attention et je vous laisse la parole pour des éventuelles questions. Alors, bravo, vraiment bravo, Dr. Martini, pour cette recherche très intéressante. On voit quand même que les réseaux sociaux aussi ont un grand apport, je trouve, dans le contexte. Alors, c'est vrai qu'on s'était dit en discutant des résultats que l'avantage aussi, c'est de voir quand il y a des confinements complets comme en première phase, il y avait moyen de mettre justement des entretiens en distanciel, par visioconférence, comme ça nous était arrivé. Et donc j'ai l'impression que ce type de recherche permet en effet vraiment de la prévention finalement en cas de catastrophe. C'est-à-dire il faut pouvoir dégager le plus de contacts possible en utilisant tous les moyens techniques à notre disposition. Voilà, merci beaucoup en tout cas, très intéressant. Tout à fait. Je vous remercie beaucoup pour cette intervention. C'est vrai que je n'ai pas voulu détailler au niveau de la télépsychiatrie, de la télésanté mentale dans cette présentation. C'est vrai que ça reste vital aussi. Nous avons remarqué que effectivement pendant le confinement, rien que un contact téléphonique, un SMS et encore mieux un contact vidéo avec les professionnels de santé mentale avait un rôle d'énorme soulagement pour ces jeunes. Donc, tout à fait. Je trouve que c'est vraiment important de le souligner. Merci. Est-ce qu'il y avait quelques autres questions, des points à souligner ou à demander? J'avais une question dans le groupe 1, donc ceux qui étaient déjà. Est-ce qu'il y en a certains chez qui le confinement a amené à une amélioration? C'est paradoxal, mais je m'explique après pourquoi j'ai cette question. Je m'excuse, mais je pense que j'ai loupé un peu la question. Donc, le groupe 1, j'ai bien compris. Et Oui, l'amélioration de... au niveau des sentiments de solitude et de leur bien-être, est-ce qu'il y a eu, il y en a certains chez qui il y a eu une amélioration du fait qu'il y avait le confinement en général? Ben, du coup, en fait, le groupe 1, concernant la solitude, nous avons retrouvé que il y avait des scores plus élevés de sentiments de solitude pendant le confinement par rapport aux autres groupes. Et ça, on le reliait à un éventuel trouble psychique déjà existant. Et après, pendant l'été, on se rend compte que les valeurs de sentiments de solitude restent assez constants, aussi bien que le groupe 0. C'est-à-dire que j'essaie de reformuler un peu différemment. Le groupe 0 et les groupes 1 ont eu une variation très importante par rapport à l'isolement social ou bien les contacts sociaux autorisés. Le seul groupe qui a eu cet écart, donc cette différence fortement statistiquement significative, c'était que le groupe 2. Donc, c'est-à-dire que le sentiment de solitude du groupe 0 et du groupe 1, en quelque sorte, dépend pas vraiment des contacts sociaux ou pas. Alors que le groupe 2, c'est le seul groupe où les contacts sociaux vraiment font déclencher une augmentation du sentiment de solitude. Et du coup, dès qu'on réinjecte des contacts sociaux, le sentiment de solitude rediminue. Donc, en quelque sorte, le groupe 1, aussi bien que le groupe 0, ils sont restés un peu de la même trend. Donc, c'est vrai que nous n'avons pas une photo
du sentiment de solitude avant le confinement. On s'est pas pris à l'avance, on savait pas que le confinement serait arrivé. Donc on n'a pas pu le faire, mais ça aurait été peut-être intéressant. Mais on peut faire émettre l'hypothèse que dans le groupe 1, le sentiment de solitude est resté constant. C'est-à-dire que le confinement n'a pas eu un rôle de augmentation du sentiment de solitude et le déconfinement n'a pas eu un rôle de forte diminution. Mhm. C'est un peu plus clair, ça répond à ta question? Oui, Parfait. Merci pour la question. Je vous laisse ici aussi, du coup, une partie de mes remerciements. Effectivement, moi, je suis engagé dans cette chaire universitaire. Je tenais quand même, voilà, à remercier toute l'équipe, remercier aussi professeur Delay parce qu'elle a fait vraiment partie fondante de cette recherche. Elle m'a soutenu dès le début. Et je reste à disposition éventuellement aussi. Vous pouvez me contacter par mail ou par téléphone. Je suis tout à fait ravi éventuellement de pouvoir répondre à vos questions après coup ou bien vos réflexions. Et on se disait justement hier avec professeur Delay, il faudra peut-être lancer la troisième phase. Donc, je suis bien preneur s'il y a quelqu'un qui a envie de travailler sur ça. Moi, je suis tout à fait passionné, mais je vous avoue que ces deux phases ont été assez énergivores. Donc, peut-être on peut s'y lancer ensemble. Donc voilà. Bravo! Merci beaucoup. Je vous souhaite du coup un bon week-end, belle fin de journée et merci pour votre attention.